Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. Je suis vraiment contente de vous recevoir. C'est la première fois que j'ai deux invités en même temps, donc ça va être très sympa. Première question que je pose toujours à mes invités, c'est de se présenter. Je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour. Déjà, merci de nous recevoir. C'est un plaisir d'être là tous les deux. Moi, je me présente. Je m'appelle Bastien Gauthier. J'ai cofondé Mosaïque avec Simon, qui est un meilleur ami d'école, tout simplement. Ça fait 1 an maintenant qu'on a débuté. Qu'est-ce que Mosaïque? C'est une agence spécialisée sur Pinterest uniquement. Je pense qu'on pourra en parler un peu plus après. Je te laisse continuer, Simon. Ouais, bien sûr. Bah du coup, moi, comme il l'a dit, meilleur ami depuis un petit moment déjà, Ouais. c'est quelques années. C'est Simon Ezen et voilà, cofondateur évidemment de Mosaïque. Super. Vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Sur ce projet-là, ça fait, comme il vient de le dire, 1 an. Après, évidemment, durant le cursus, on a pu faire plein d'autres projets ensemble. C'était ma question sous-jacente. Comment vous avez su que vous étiez les bonnes personnes pour vous associer sur ce projet? En soi, on a toujours un peu matché, que ce soit dans nos compétences, dans notre manière d'être, on a toujours eu la même vision des choses. Après, le challenge, c'était aussi un petit peu de trouver qui est le meilleur dans quelque chose. Donc après, ça s'est trouvé plutôt naturellement. On avait confiance dans ça, on savait un petit peu nos compétences en amont. C'est ça, on se connaissait aussi à travers... en école, typiquement, on a fait école de commerce tous les deux. Différents projets de groupe, tout simplement. On sait un peu comment fonctionnait l'un ou l'autre. La volonté d'entreprendre, elle a toujours été présente? Pas depuis tout petit, je savais pas spécifiquement que je voulais faire ça. Mais bon, c'est venu quand même relativement vite, je dirais, au lycée à peu près. Ah oui, quand même, c'est assez tôt, parce qu'au lycée on a 15-16 ans. Comment ça t'est venu, cette envie de te dire qu'un jour tu seras ton propre patron et que tu feras du business? En fait, c'est venu un peu par un enchaînement de plein de choses. J'ai eu une expérience où je suis parti 2 semaines à l'étranger quand j'étais justement au lycée. C'était pour apprendre l'anglais et progresser dans cet aspect-là. Et je me suis retrouvé honnêtement à prendre dans le grand magasin du coin des gros packs de canettes de coca à revendre à côté du distributeur de l'université moins cher. Et donc j'ai commencé rapidement comme ça. Bon, après une petite expérience fun. Puis après, c'était de fil en aiguille. Petit à petit que ça s'est construit. Donc l'idée d'être en CDI un jour, ça faisait absolument pas partie de ton plan de carrière? Non. Ok. Moi de mon côté, c'est venu plus tard, je pense pendant les années d'études. Tu parles du CDI, je l'envisageais, mais c'était plus une question de feeling sur la fin des études. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance ou est-ce que je vais bosser pour une boîte? Je me suis dit, allez, je me lance. Mais après, c'est vrai que j'ai toujours eu plus ou moins cette envie-là les 4 dernières années. Donc quand je suis arrivé en études supérieures, elle était un peu présente quand même, l'envie de se faire tout seul, j'ai envie de dire, depuis plus longtemps, quand je faisais du sport. J'ai fait de l'athlétisme à haut niveau. Et donc en fait moi je lis beaucoup ça, je lis beaucoup les deux, mine de rien, la rigueur que je mettais à l'entraînement 8 fois par semaine, voilà. Tu la remets dans ton aventure entrepreneuriale? J'aimerais la mettre autant qu'à l'athlétisme. Est-ce que l'athlétisme, t'as été à haut niveau? Ouais, enfin au niveau, j'ai fait par équipe 2 fois médaille de bronze au championnat de France de cross. J'ai participé à plusieurs championnats de France sur 1500 mètres. Et voilà. Ok, c'est énorme. C'est des parcours qui finalement sont pas communs. Ouais, peut-être. Ce que vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, clairement. Et encore avec Simon, le sport nous rapproche encore plus que Mosaïque. Enfin, ou tout autant, en fait, notre routine, nous, c'est on bosse pour l'agence et on fait du sport et on va faire des compètes ensemble et voilà quoi. Parce que du coup, toi aussi, Simon, tu fais de l'athlétisme? Alors moi, je viens pas du tout de l'athlétisme. J'ai fait basket pendant très longtemps, plus d'une dizaine d'années. Après, j'ai changé de sport et du coup, j'ai été sportif de haut niveau aussi en football américain. Je suis parti à l'étranger, j'ai fait champion du pays où j'étais, donc en Autriche. Wow. C'est énorme. Vous êtes si humble quand vous le dites, alors que c'est des choses qui sont quand même assez extraordinaires en soi. Ouais, après... il y a toujours meilleur. C'est ça, il y a toujours meilleur. Ouais, c'est comme ça aussi, mais oui, non, mais c'est... Ouais, je sais pas, c'est toujours quelque chose qui nous lie aujourd'hui, justement. Oui, ça c'est sûr. J'ai encore plein de questions sur votre routine d'entrepreneur, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Pour revenir sur Mosaïque, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quelle typologie de clients vous vous adressez, qui sont vos clients aujourd'hui et comment vous les accompagnez? Aujourd'hui, c'est simple, un peu comme une agence social ads classique, sauf que nous, on est spécialisé sur Pinterest. On va chercher à accompagner des marques e-commerce principalement, en lien avec les niches que tu peux retrouver sur Pinterest, à savoir décoration, beaucoup de mode, beauté, donc tout ce qui est cosmétique, ça marche très très bien sur la plateforme, donc c'est un peu la première typologie de clients qu'on est allé cibler clairement. Et maintenant on tend à aller chercher bien sûr d'autres typologies de clients, donc de la déco qui est arrivée dans un second temps. Maintenant on va un peu sur du complément alimentaire, alimentation, parce que ça marche aussi très bien sur Pinterest. Donc voilà,
De l'e-commerce principalement, c'est des marques qui ont un objectif de croissance en ligne, donc on fait de la publicité, de la conversion. Et aujourd'hui, vos clients, c'est des petites PME, des e-commerçants. Dans quel secteur d'activité, ou c'est un peu toujours confondu? Tu as parlé de décoration, de cosmétiques. Est-ce qu'il y a un pourcentage plus ou moins grand chez l'un ou chez l'autre? Non, aujourd'hui on a un peu de tout honnêtement. C'est de la PME, on va dire qu'on a eu des marques qui sont lancées et qui sont venues avec nous quasiment au départ de leur marque, d'autres avec plus de maturité. Ça dépend vraiment du stade de l'entreprise, de différentes choses, mais on va avoir de tout. Il n'y a pas de pourcentage particulier. Ouais. Le plus gros, on va dire bien évidemment que c'est la partie bien-être et on englobe santé, beauté, etc. Et la partie déco, c'est les deux principales verticales. C'est vrai qu'on confronte souvent Instagram à Pinterest parce qu'en fait on est sur de la photo, on est sur du très beau. Pour vous aujourd'hui, c'est quoi la valeur ajoutée de Pinterest par rapport à Instagram? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que Pinterest, tu n'as pas de contenu négatif sur la plateforme. Sur Instagram, tu es dans ton feed d'actualité ou dans la partie recherche. Je suis encore utilisateur d'Instagram, mais tu peux avoir un peu de tout. Des vidéos que tu n'as pas forcément souhaité, des vidéos de violence ou autre. Pas toujours forcément, mais sur Pinterest vraiment ils bloquent, il n'y a pas de contenu haineux, il n'y a rien, les gens viennent sur la plateforme parce qu'ils sont en recherche d'inspiration et c'est ce qui fait que c'est vraiment une plateforme saine et positive. C'est pas moi qui le dis, c'est Pinterest, le CEO de Pinterest. Ils veulent tendre à se développer encore plus sous cet angle-là, les gens ils viennent là, il n'y a pas d'échange beaucoup, c'est une plateforme sociale, certes, tu peux ajouter des commentaires, tu peux liker, mais les gens ils sont pas là vraiment pour interagir, ils font plus leurs choses dans leur coin. J'achète un appartement, comment je vais le décorer? Je vais sur Pinterest chercher de l'inspiration, j'enregistre dans mes tableaux. C'est une démarche assez personnelle en fait. C'est vraiment lié à une problématique précise sur un sujet. Ouais, c'est ça. Et dû aussi à l'inspiration qui est... Oui, c'est ça, tout le monde le dit de toute façon. Quand tu as besoin d'inspiration, tu penses tout de suite à Pinterest et pas à Instagram en premier lieu. Soit ça décoche soit ses moodboards ou peu importe. Bah, l'algorithme a été pensé comme ça. Hein. Ouais. Demain, tu fais une recherche, tu cherches des canapés verts dans ton feed d'actualité. Après, tu n'auras que des canapés verts. Donc voilà. Ok, tu vois, mais c'est marrant parce que on a quand même une image de Pinterest qui pourrait être un peu vieillissante. Par exemple, on pourrait penser que ton consommateur sur Pinterest, ça va être la maman qui justement fait ses recherches pour décorer son salon. C'est pas forcément vrai. Vous, la moyenne d'âge que vous voyez en tant qu'utilisateur, c'est plutôt quoi? La principale tranche d'âge, elle se situe entre 30 et 50, pour donner ça plutôt large. Après, évidemment, plus sur un côté féminin. Pas forcément vieillissante, mais en fait on a eu justement, comme l'a dit Bastien juste avant, il y a un nouveau CEO qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, qui a remis du renouveau dans la plateforme avec de nouveaux objectifs pour justement devenir le centre social shopping numéro 1 sur le web. Donc il y a de grosses ambitions, donc ils mettent les moyens en place aujourd'hui pour pouvoir tout optimiser, que ce soit sur la partie organique, la partie inspiration, etc. En tout cas, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Tu as parlé de l'ambition du CEO qui est d'en faire la première plateforme de vente, notamment pour les e-commerçants. C'est hyper ambitieux quand on sait ce que TikTok est en train de faire derrière. Pour vous, comment ça va se jouer entre les deux? C'est très ambitieux et c'est chouette. Nous, c'est ce qui nous a plu aussi quand on s'est lancé. Quand on voit que le CEO de Pinterest affirme ça de manière concrète, ça laisse rêveur un petit peu pour l'avenir, tout simplement. Face à TikTok, je compare même pas. Je pense pas qu'on puisse comparer TikTok et Pinterest. Ça n'a vraiment rien à voir. Peut-être le seul point de comparaison qu'on pourra avoir, c'est en fonction du nombre de personnes qui utilisent les deux plateformes. Ouais. Il y en a autant. Que ce soit sur Pinterest ou TikTok, je parle de la France, il y en a autant. On est à peu près à 20 millions d'utilisateurs. On sous-estime un petit peu le nombre d'utilisateurs Pinterest, mais c'est pas loin de 20 millions de personnes, de visiteurs uniques, chaque mois sur la plateforme en France. Okay. Et mondialement, plus de 500 millions. Effectivement, c'est assez colossal, on le sous-estime complètement. Pour moi, le vrai point fort de Pinterest, c'est sa capacité à ramener de l'attraction vers les sites internet, chose qu'aujourd'hui Instagram propose très mal. Parce que sur Instagram, si tu fais une publication, tu peux pas mettre de lien cliquable dans ta publication qui te ramène sur ton produit. Et on va même pas parler d'Instagram Shopping qui a complètement disparu, ils ont essayé de faire un truc, c'est pas dingue. Donc pour les e-commerçants, c'est clairement un manque à gagner sur la plateforme. Et c'est là où je pense que Pinterest se différencie, c'est justement parce que tu peux, quand tu vois une épingle, une photo, cliquer dessus. Beaucoup de marques l'ont compris, pas toutes encore. Pinterest, on le dit, c'est un très bon vecteur de trafic vers le site internet, que ce soit avec une stratégie organique, donc ce qui s'apparente à du community management, tu peux, en publiant régulièrement, augmenter considérablement ton nombre de visites sur le site web.
Donc ça c'est très bien, et aussi avec de la publicité bien sûr. Pourquoi? Parce que les coûts, déjà les CPM ils sont beaucoup moins élevés que sur Facebook. Donc c'est vraiment pertinent pour une marque d'aller sur la plateforme. Justement, en parlant de publicité, comment vous intervenez sur la partie ads? Comment vous conseillez vos clients? Comment ça se passe grosso modo? Moi je suis client chez vous, Vous faites quoi pour moi? Le but, c'est qu'on prenne le compte de A à Z. C'est-à-dire qu'on va faire tout de A à Z, soit à partir de la créa, du brief, au niveau du copywriting et autres, jusqu'à du coup, la gestion quotidienne des annonces et des campagnes. Donc on a la création, la modération et derrière la gestion du budget des annonces. Exactement. Ça veut dire qu'en cours de route, si vous voyez qu'il y a une annonce qui ne fonctionne pas, vous dites stop et ensuite vous corrigez et vous itérez. Exactement, c'est ça. Comme on pourrait faire sur d'autres plateformes, que ce soit sur Meta ou TikTok, avec de bonnes stratégies. Vous êtes partenaire Pinterest, je sais que vous êtes très en lien avec eux. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Depuis principalement début d'année 2024, on a vraiment eu des liens forts avec eux. On a des appels constants, quasiment hebdomadaires avec eux, pour justement suivre l'évolution de nos clients, suivre l'évolution de la plateforme, comment on peut améliorer les performances. Et ça nous permet de poser toutes les questions qu'on a, d'avoir justement des itérations, des outils en bêta et en alpha pour tester pour nos clients. Comme ça, ça permet eux d'avoir des retours, on va dire, efficaces. Ils sont contents parce qu'on ramène des marques sur la plateforme et nous on est contents parce qu'ils nous partagent les insights évidemment de la plateforme. C'est très chouette comme collaboration et c'est assez rare parce que faire ça avec Meta c'est compliqué pour ne pas dire impossible. Donc je trouve ça vraiment très chouette ce côté humain qu'on peut retrouver chez Pinterest et qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres. On a clairement de la chance, on le sait. En plus les personnes avec qui on travaille chez Pinterest sont juste extra, tellement réactifs. Enfin, ça fait vraiment plaisir pour nous parce que derrière le service qu'on peut délivrer à nos clients, il est top. Je pense qu'on peut débloquer plein de choses chez Pinterest. En fonction des périodes de l'année, tu vois, typiquement, on peut débloquer un bonus média pour nos clients. Donc je prends l'exemple typiquement du 1er août au 31 août. Si tu dépenses 2 000 € sur la plateforme, Pinterest offre 1 000 € de crédit pour le mois de septembre à dépenser en publicité. Je pense que ça leur fait plaisir à chaque fois qu'on leur annonce qu'on peut leur en débloquer. J'imagine bien. Et c'est pareil, j'imagine, sur des périodes de grand rush. Pour vous, Noël, ça doit être une période très importante. C'est ça, comme tout e-commerce et comme toute partie de l'année, le Q4 est le plus important. Ouais. Après, l'avantage de Pinterest sur les publicités, il y a quand même moins de concurrence. Comme il l'a dit tout à l'heure, les CPM, donc le coût pour toucher 1000 personnes, il est plus faible. Donc ça permet justement d'avoir quelque chose de très stable tout le long de l'année, mine de rien. Et en termes de retour sur investissement, est-ce que vous vous engagez auprès de vos clients à atteindre des objectifs? Aujourd'hui, nous justement, on voit avec eux, ça dépend. Plein de marques ont différentes marges, ont différents objectifs en fonction de leur rentabilité. Nous, on s'adapte. Le but, c'est que ce soit une collaboration qui soit à long terme, quitte à qu'on s'entende sur un certain montant à investir avec un certain résultat promis. On le fait avec grand plaisir pour que justement ce soit bénéfique des deux côtés. On s'est rendu compte de notre petite expérience que les agences sont peut-être un peu mal vues, certaines de nos jours. Les périodes d'engagement, ça peut faire peur pour certains clients et je le comprends. Quand tu es une marque e-commerce qui débute, que tu n'as pas nécessairement beaucoup de trésor, ça peut être délicat de s'engager sur 6 mois ou plus. Au début, on mettait une petite période d'engagement de 3 mois, mais maintenant on fonctionne en toute transparence. Pas d'engagement, le but c'est pas de mettre les marques dans la difficulté. Demain, quelconque client souhaite arrêter, on le laisse arrêter cette collaboration. S'il nous dit on reprend dans 6 mois, le temps que mes finances aillent mieux, on le fait avec plaisir, on l'accompagne là-dessus. Enfin nous voilà. C'est comme ça qu'aujourd'hui avec nos clients ça fonctionne super bien et qu'on les a au final depuis très longtemps. Moi j'aime bien ce contre-pied que vous faites un peu aux autres agences parce que chez Affect notamment on a eu souvent ces discussions de est-ce qu'il faut partir sur de l'engagement ou non. On a essayé un peu les deux et en fait on se rend compte que la méthode que vous employez, donc sans engagement mais finalement c'est là où ils restent le plus longtemps est la meilleure parce que tu sais qu'ils vont rester, que t'as pas besoin de le promettre parce que tu fais du bon travail. Ouais c'est ça. Beaucoup nous ont dit tous les process des agences, les agences qui ne répondent pas forcément dans l'immédiat, etc. Ça leur plaisait pas forcément, ils avaient des mauvaises expériences au sein d'autres agences. Nous on essaye après aussi, pour l'instant on n'a pas une 50aine de clients, mais on sera un maximum disponible dans les échanges quotidiens via Slack ou WhatsApp. On a des clients, tout honnêteté, on échange le samedi, le dimanche avec eux.
S'il faut régler quelque chose, on le fait. Enfin, je pense que c'est la base dans l'e-commerce, hein, parce que les ventes, elles s'arrêtent pas le samedi, le dimanche. S'il y a un problème sur une pub le dimanche matin, on s'en rend compte à 11h, on le règle, on se débrouille. Hein, donc, Mais c'est vrai que c'est pas forcément du moins la mentalité des grosses agences, qu'on peut aussi comprendre de par leur nombre d'employés et parce que vous êtes fondateur. Donc on n'a malheureusement pas la même façon de penser lorsque on est salarié que lorsque on est entrepreneur. Mais en tout cas, c'est important d'avoir un service qui soit disponible le week-end pour effectivement, s'il y a un souci sur une publicité, que tu puisses être ultra réactif, notamment dans des périodes de grand rush pour vos clients e-commerçants. Ça nous permet d'être efficace, rapide, proche de la marque. Donc. Trop bien. Quelles sont vos valeurs chez Mosaic ? La résilience, la publicité, c'est un peu ça, je vais le lier à la publicité, mais sur un mois, quand tu débutes avec un client, le premier mois, ça peut ne pas marcher. Tout le testing que tu fais, ça marche pas, on est sur un retour sur investissement de 1 ou à peine 2. Okay. C'est pas assez satisfaisant. On met en place de nouvelles créas, on essaye de nouvelles choses au niveau du ciblage publicitaire, jusqu'à ce que ça marche. Une deuxième qu'on pourrait évoquer, qu'on vient de parler là depuis tout à l'heure, c'est le côté humain. Qu'on essaie de mettre le plus en avant possible. Nous, c'est dans nos valeurs, c'est dans les valeurs de la plateforme de Pinterest aussi. Les marques qu'on va accompagner sont aussi dans ces valeurs-là. On essaie de choisir des clients aussi qui matchent totalement avec nous, que ce soit dans nos principes, dans nos valeurs et dans les objectifs qu'on a. Quand tu dis que vous matchez avec une certaine typologie de clients, en fait, est-ce que ça se fait naturellement ou aujourd'hui vous vous permettez de refuser certains clients parce que vous sentez que sur la longueur, ça va pas forcément le faire ? C'est des deux. Ça se fait de part très naturellement. Et après, si ça ne le fait pas pour raison X ou Y, on le dit, on est transparent de toute manière sur tout le process de A à Z. Donc on le dit, on dit soit c'est pas forcément le bon moment, soit ne tentez pas Pinterest, c'est pas fait pour vous, soit ça va pas forcément matcher avec nous, on n'est pas les bonnes personnes pour vous accompagner. Je trouve ça très juste de votre part de dire non, tant pis, je vais pas prendre ce billet, mais je sais qu'à l'arrivée, ce client, soit je vais le récupérer, mais au moins il sera sur une bonne stratégie de croissance, quoi. Comme tu l'as dit, pour prendre un billet pour un mois, ou attendre 3 mois et prendre un billet pour 12 mois ou plus, c'est plus intéressant, quoi. Et, pour la marque, tout simplement, elle perdra pas d'argent, quoi. Et nous, on perdra pas de temps non plus, parce que c'est pas le but. Nous, ça nous plaît aussi, clairement, d'apporter des résultats. Mais c'est très souvent, finalement, que les clients attendent beaucoup de la publicité ou d'une certaine stratégie, ou du moins d'un prestataire externe en se disant il va résolver mon problème, alors qu'en fait, il y a un problème de fond qu'il faut absolument changer. Aussi, et c'est important d'avoir cet accompagnement également. Donc, on a dit résilience, on a dit humain. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé de sport et de sport à un certain niveau. Si on parle de votre routine, donc pour l'instant, vous êtes tous les deux à gérer cette belle entreprise en pleine croissance. C'est pas de tout repos. Comment vous arrivez à justement à graviller entre le sport, l'entrepreneuriat, votre vie? Est-ce que vous arrivez à avoir un certain équilibre en fait? Parler de mon côté, c'est vrai que c'est relativement, on va dire, facile parce qu'on peut avoir l'avantage justement de modeler notre emploi du temps autour de nos priorités. Donc là, nous, c'est le travail et le sport, donc on se concentre uniquement sur ça. Après, évidemment, c'est comme tout parcours entrepreneurial, des fois, il y a des hauts, il y a des bas, des fois, on doit beaucoup plus travailler, donc on met de côté le sport. Après, évidemment, la vie sociale, on l'organise autour, mais c'est pas nos priorités à l'heure actuelle. Et c'est pas forcément ce qui nous fait plaisir aussi. On adore se lever le matin, travailler, faire notre sport, avoir nos routines. Comme on a dit, la résilience, la discipline, c'est des mots d'ordre un peu. Et nous, ça nous va très bien. Pareil pour toi. Simon est très bon là-dessus, lui, sur le côté routine. Moi, j'ai peut-être un peu plus de mal parfois. Il y en a toujours un des deux dans les associés. Il faut tout. Exactement. Globalement, notre routine est similaire. Et c'est là où le côté entrepreneurial est extra. C'est qu'aujourd'hui, je cale mon temps pour mon sport comme je le veux. Je cale mon temps pour nos clients comme je le veux. Comment vous partagez justement la charge de travail? Ça se fait assez naturellement. C'est vraiment du feeling. On a chacun évidemment nos parties, nos expertises premières. Après évidemment on intervient sur toute la partie de l'entreprise parce que ça nous tient à cœur justement d'apprendre, d'évoluer dans tous les domaines. Et puis après ça se fait relativement quand même naturellement. Souvent en fait chacun prend ses responsabilités. Tiens, je fais ça, ce sera fait pour tel jour, ok, moi je m'occupe de ça, du coup voilà. Simon a vraiment l'expertise media buying, publicité, ça je le laisse gérer. Je lui fais 10 000% confiance, il gère ça et quand je peux l'aider quand il y a beaucoup de choses à faire, je l'aide.
Mais voilà, sinon il prend cette partie-là et du coup moi je suis sur autre chose, je suis plus sur la relation client. Typiquement, Simon s'occupe pas de relancer les prospects ou les clients quand on a besoin. C'est du feeling et on le fait super bien, et, enfin du moins pour le moment et depuis plusieurs mois on arrive super bien à se déléguer les choses, donc voilà. C'était un peu le challenge au départ, mais bon, le rythme il se trouve facilement. Et quelles sont vos perspectives d'évolution? On n'a pas trop de limites, honnêtement. Ouais. Là, La réponse typique d'un entrepreneur. Bien sûr. Non, mais aujourd'hui, on sait où on va. On a nos objectifs en tête, que ce soit chiffrés ou pas. Les ambitions, c'est grossir, recruter de plus en plus, monter une belle agence référente et être la référence Pinterest France, et voire plus grand par la suite. Et ça, si on doit l'allonger sur une période de temps, vous diriez en N+1 c'est croissance, en N+2 c'est être référence Pinterest en France, et en N+5 être la référence mondiale. Comment vous voyez les choses? Moi je sais pas si je l'étalerai sur du N+1, N+2, N+3. En tout cas là, typiquement d'ici la fin de l'année, on sait qu'il y a un gros enjeu avec le Q4. D'ici fin décembre, là on est clairement dans une phase de croissance de toute manière. C'est accompagner vraiment un maximum de marques à leur apporter un maximum de résultats sur Pinterest. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un CMS qui est meilleur que l'autre pour vendre, pour faire de la publicité? Et deuxièmement, êtes-vous partenaire de ces structures? Pas du tout, aucun partenariat. Moi ma réponse par contre c'est Shopify. Shopify, 200%, genre si tu devais en choisir un là. En fait, pas pour l'aspect vente, parce que tout site bien construit peut vendre. C'est ça. Mais aujourd'hui, les intégrations qui se font justement via le tracking de Pinterest est bien plus facile avec des intégrations internes comme Shopify. Ça se fait rapidement, tout est connecté, ça nous permet justement d'être proactif et de pouvoir lancer toute la stratégie le plus tôt possible. Ouais, c'est ça. Nous, en tant qu'agence avec nos clients, quand le client est sur Shopify, c'est extra, ça va tout de suite plus vite. Ouais. Après, toutes les plateformes sont bonnes en soi, hein. Forcément on a pas mal de clients, on a pas mal de clients sur PrestaShop, avec un développeur derrière qui suit. Je pense que ça demande un peu plus d'être un peu plus minutieux. PrestaShop c'était la référence, je dis c'était parce que pour moi maintenant aujourd'hui c'est Shopify, mais ils ont tout raflé. Il y a de tout en fait, tu peux avoir du petit e-commerce qui se lance à des grosses entreprises à plusieurs millions voire milliards qui sont sur Shopify et qui fonctionnent très très bien et ça performe au top. Donc, Mais ça allait assez vite du côté de Shopify, j'ai l'impression, parce qu'en 5 ans, pour avoir longtemps bossé avec PrestaShop, on les a vus s'essouffler pendant que Shopify a vraiment gagné du terrain. Ouais, ils ont été bons sur tous les sujets, le marketing, tout ce qu'il y avait ils ont fait énormément d'affiliations, je crois, à une époque. Avec tout ce qui est dropshipping aussi, ça a ramené beaucoup de monde. Et puis après, ils ont pu grossir, ils ont fait justement des collaborations très tôt avec des grosses marques comme Gymshark et autres. Ils ont commencé, Gymshark est parti de Shopify, ils sont revenus parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas forcément d'autres choses, on va dire, d'intérêt à aller ailleurs. Ils ont pu collaborer ensemble et quand on collabore avec des grosses marques comme ça, ça permet de progresser hyper vite. Aujourd'hui, alors faut pas se mentir, des grosses marques, très grosses marques à plusieurs millions de chiffres d'affaires qui sont sur Shopify, ils ont leur thème qui est entièrement personnalisé, qui est fait par un webmaster, c'est du travail de dingue. Mais quelqu'un qui n'a pas nécessairement le budget peut se lancer aujourd'hui avec Shopify sur des thèmes basiques. Moi je recommanderais Shopify, c'est sûr. Ça marche. Pour vous, l'évolution du e-commerce en France, vous la voyez comment? C'est tôt encore. Tu trouves? On est à un certain stade, mais si on compare à d'autres marchés, aujourd'hui il y a tellement de choses à faire. En fait, on pourrait regarder, que ce soit aux US, au UK ou même en Allemagne, plus proche de chez nous ou autre, il y a tellement de choses qui aujourd'hui ne sont pas faites en France, que ce soit en termes de marque, en termes de produits, en termes d'innovation, qu'il y a énormément de place aujourd'hui de nos jours. On voit des marques exploser tous les jours. Vous pourriez nous en citer quelques-unes? Des grosses marques déjà, rien que dans la mode. Des marques comme Représente. Il y a une autre marque aussi à laquelle on pense et qu'on regarde souvent parce que on est aussi utilisateur des produits, c'est Pur Sport qui fonctionne très bien aussi, c'est plus au niveau de la santé. Et toutes ces marques-là avec cette nouvelle énergie de mettre l'humain en avant, mettre la communauté en avant, en France, on le voit pas encore trop. On voit un peu avec l'essor des run clubs, etc. Bon, je parle toujours de l'aspect sport, mais un peu des run clubs qui poussent quand même, mine de rien, de plus en plus, surtout à Paris où on en voit de plus en plus. Aujourd'hui, ça reste très petit à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la France, sur ces aspects-là, il y a une grosse place à prendre. Et sur le côté ads, est-ce que vous avez l'impression que les e-commerçants ont l'habitude de travailler? Alors, je pense qu'elles pensent
souvent d'abord à Meta, mais est-ce que c'est assez monnaie courante pour elle de faire appel à des prestataires sur ces sujets? Ou alors en fait ça fait des années, on a des années de retard en France par rapport aux US? Déjà par rapport aux US, ouais il y a du retard, Ouais. c'est clair, mais bon c'est pas comparable. L'ADS, ouais le métier, le media buying, il en faudra toujours c'est sûr. Après je vois qu'on en parle de plus en plus de founders d'agences en parlent. Je pense à Étienne Garcia de Rhodes, qu'on suit pas mal avec Simon, parce qu'il fait du contenu très quali sur LinkedIn honnêtement. Il y a ce métier de créative stratégiste qui arrive de plus en plus en France. La créa aux US maintenant prime sur les compétences en media buying. Faut faire tellement de testing, etc. Bon, notamment sur Meta. Nous on suit un peu moins sur Meta ce qui se fait, mais bon sur Pinterest aussi, il faut les bonnes créas, mais il y aura plus en plus d'agences créatives qui vont se lancer, je pense, où la part d'une agence social ads classique, la part de son chiffre d'affaires, je pense qu'il va clairement augmenter sur tous les besoins en créa des clients plutôt que sur le besoin en media buying, parce que quand même on voit, je pense qu'il y a pas mal de marques maintenant qui ont des media buyers en interne, et ça se gère, on va dire. Attention, le media buying est plus facile en 2024 qu'en 2018 sur Facebook notamment. Aujourd'hui, ça évolue de plus en plus, et rien que du coup à l'intérieur des réseaux sociaux, ça évolue, comme on le disait, il y a moins de parties purement techniques à essayer de trouver les petites ajustations parfaites que personne n'a trouvé, la petite audience qui va tout faire exploser, etc. Non, aujourd'hui, c'est quelque chose de plus global. Quand tu dis global au niveau de la marque, est-ce que tu fais référence à la personnalisation, voire à l'ultra personnalisation? Ouais, c'est ça, d'aller, on va dire, aller chercher justement toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Les personnes qui ne nous connaissent pas, les personnes qui nous connaissent un petit peu, les personnes qui nous connaissent carrément, qui ont déjà acheté chez nous, etc. Il y a plein de manières différentes justement d'aller, de cibler, mais aujourd'hui c'est ça, le media buying purement échange. Après, aux yeux des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, il n'y a pas énormément de changements, les pubs elles sont toujours là. Après, c'est juste que nous, derrière, en tant que marketeur, l'impact il doit être différent. Mais après, il y a quand même beaucoup de marques encore pour qui ça reste très abstrait la publicité, mine de rien. Je suis pas très étonnée, honnêtement. Ouais. Parce que tu vois, quand on parle de publicité, moi, les retours que j'ai de mes clients, ça va être je vais pousser telle publication. Donc j'ai mis un budget un peu au hasard. Exactement. En même temps, quand t'as Instagram, Facebook, peu importe le réseau qui te met booster cette publication pour plus de résultats, t'y connais rien, tu cliques. Et tu te dis 50 €, qu'est-ce que c'est? Et puis finalement, t'as 0 € de retour sur investissement. T'as peut-être un petit peu de visibilité et puis bon, est-ce que c'est les bonnes personnes aussi derrière? Exactement. Totalement d'accord. Tout à l'heure, t'as parlé aussi du contenu. Un bon contenu sur Pinterest, c'est quoi en 2024? Un bon contenu, déjà ça passe par des très belles images et très belles photos. Donc déjà la photo en elle-même brute, elle fait envie. C'est ça. Il y a de la couleur, etc. C'est ce qui plaît sur Pinterest, parce que comment te démarquer au milieu de plein d'épingles qui sont toutes assez visuelles quand même. C'est de la couleur, c'est vraiment un fond blanc, quelque chose de très épuré. C'est vraiment ce qui va plaire, donc tu te démarques dans un premier temps avec ça. Sur les épingles, que tu aies des descriptions d'épingles et des titres, les descriptions tu ne les vois pas, il faut cliquer sur l'épingle pour aller la voir. Quand tu es dans ton feed, tu vois uniquement l'image et un bout du titre. Et maintenant il y a de plus en plus sur ton publicité de liens directs, donc tu peux même pas cliquer dessus pour aller voir la description, ça t'amène direct sur le site web de la marque. C'est ça, c'est uniquement pour le référencement, c'est ça. Mais aujourd'hui, pour rajouter par rapport à ça, si je devais décrire 2 points clés en plus, c'est du coup le fait que ce soit hyper inspirant et le fait que ce soit hyper positif. C'est ça. C'est les 2 autres choses qui seront évidemment mises en avant de par Pinterest et son algorithme, et du fait que après ça plaît aussi typiquement à l'audience, quoi. Comme toute plateforme, plus il y a de clics ou d'enregistrements dessus, les métriques vraiment importantes sur Pinterest, typiquement tu vois le nombre d'abonnés d'une marque ou le nombre de likes sur une épingle, c'est pas très pertinent. Ce qu'on regarde vraiment, nous, après en publicité c'est différent, c'est vraiment le nombre de vues, le CTR, etc. Mais sur de l'organique, ça peut être le nombre de clics sortants, donc combien de personnes ont cliqué dessus pour aller voir le site web de la marque,
et le nombre d'enregistrements aussi. Le nombre d'enregistrements d'épingles, parce que l'utilisateur de Pinterest, il faut bien comprendre qu'il vient pour ça, il est en recherche d'inspiration, il a ses tableaux créés. Je prends l'exemple de la déco parce que c'est vraiment le plus simple et le plus parlant. Quand il fait sa recherche de lit, il enregistre tel lit de 160 dans la chambre parentale, le petit lit bébé, la déco pour la terrasse. En fait, il va vraiment créer en fonction de ses envies. Mais de toute façon, Pinterest a toujours été une sorte de mood board à part entière. Tu te crées ton mood board. Je pense que c'est pas une plateforme, et de toute manière c'est pas leur souhait, de purement de consommation et d'être tout le temps être attiré pour aller sur le prochain réel ou le prochain. C'est ça. Si on regarde les moyens, on passe évidemment moins de temps sur Pinterest que sur les autres plateformes, mais quand on y va, on est toujours content d'y aller. On regarde les choses qui nous inspirent, ça nous correspond parfaitement. C'est concret. C'est concret, on scrolle pas des réels pas forcément utiles pendant des trentaines de minutes comme je peux le faire. Je témoigne, mais c'est ce qui est extra et c'est là tout l'intérêt d'une marque d'aller se placer en fait sur la plateforme. Bah, c'est un utilisateur qui veut faire quelque chose. Comparé où en fait on peut avoir peut-être sur Meta ou sur d'autres plateformes où on va essayer d'aller plus proposer, là on peut se placer directement sur les personnes qui recherchent déjà. Voilà. Parce qu'après on pourra peut-être entrer dans le détail si on a besoin, mais aujourd'hui il y a 2 ciblages où on peut aller aborder en publicité. C'est un mélange de Meta et de Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va pouvoir cibler les centres d'intérêt des personnes et les mots-clés. Parce que justement on peut rechercher sur Pinterest en fonction de ses inspirations et ses souhaits. Et ça se fait beaucoup. Et justement se placer sur certains mots-clés, on se place directement sur les souhaits de la personne où elle souhaite justement soit acheter, soit prendre de l'inspiration, soit de voir des exemples. Et du coup quand on se place sur ces aspects-là, c'est quand même relativement intéressant. C'est ultra qualifié et c'est une vraie force et c'est presque étonnant qu'il n'y ait pas plus de e-commerçants qui y pensent en fait. Nous en tant qu'agence, les retours qu'on va avoir c'est est-ce qu'on peut avoir une stratégie sur Instagram et TikTok, parce que pour eux le Reels est le format qui aujourd'hui explose sur les réseaux sociaux, ce qui est vrai, mais qui ne te rapporte pas forcément en termes de ROI un chiffre d'affaires colossal par rapport à ce que tu pourrais potentiellement faire avec Pinterest, notamment justement grâce à cette histoire de lien qui te ramène directement vers le produit. Les clients qu'on accompagne aujourd'hui, ils sont tous très satisfaits, on a des super résultats. Au début, on a vraiment commencé par la cosmétique, des très bons résultats, des retours sur investissement supérieurs à 5. Wow. Et déco, quand on a accompagné les premières marques en déco, on a compris, on a fait ok, Pinterest c'est vraiment le lieu de la déco. Certes, il y a d'autres choses, la mode, la cosmétique, la nutrition, la santé, etc. Mais une marque de déco qui se lance et qui fait bien les choses sur la plateforme, c'est rapidement des retours sur investissement à 10. Ouais, 10 et plus. Ouais. Dès le lancement. Alors après, à savoir que sur Pinterest, il y a toujours cette chose-là, c'est ça, il y a ces différentes méta. Ça va moins vite, parce que justement c'est moins pushy, etc. On va moins tester de manière très brutale, on va justement y aller plus doucement et on peut pas faire autant de modifications. La phase d'apprentissage elle est plus longue, les résultats ils prennent un petit peu plus de temps à arriver et ça on le dit toujours. Mais l'avantage, une fois que c'est très bien calé, c'est très long terme, c'est hyper stable. Et c'est ça. Ah ouais, là c'est une garantie de résultat de mois en mois. Ça c'est fou et c'est très fort. Pour une marque qui recherche de la stabilité, j'ai envie de dire go Pinterest. Franchement, nos clients c'est ça. Il n'y a pas forcément des grosses variations de budget. On reste sur des budgets assez stables pour certains. Bon, au début, quand ça marche, forcément on augmente, mais certains font le choix de garder par exemple un budget de 5 000 € par mois. Mais avec ces 5 000 € par mois depuis... admettons septembre, c'est tous les mois un ROS de 8-10, voilà, le calcul est vite fait. C'est ça. À part peut-être les chutes qu'on peut avoir, c'est quand la marque elle a par exemple plus de stock, et là qu'elles font des préventes, là évidemment ça chute un peu, sur les grosses périodes. Mais tant mieux, quand t'es en rupture de stock, ça veut dire que tout se passe bien. Justement c'est intéressant de parler de tout ça, parce que c'est des problématiques, enfin du moins Pinterest est sous-coté. Comment vous, en tant qu'agence, vous communiquez sur vos réseaux sociaux ou ailleurs pour démocratiser Pinterest et pour montrer aussi votre expertise? On essaye de le faire au maximum déjà dans un travail de prospection. On a fait aussi un petit peu de contenu mine de rien sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Instagram. Pas énormément, on n'a pas poussé la chose énormément. Le but c'est justement que dans un premier temps, on aille voir les marques qui sont déjà intéressées par la plateforme pour justement avoir beaucoup de preuves pour les autres par la suite, pour leur dire Pinterest, que ce soit avec nous, quelqu'un d'autre ou vous lanciez tout seul, de tous les cas ce sera bénéfique pour vous. Au début, la difficulté quand tu débutes, c'est que tu n'as pas forcément des études de cas, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a commencé nos premiers clients, nous c'était simple, je pense que beaucoup l'ont fait.
On vous accompagne gratuitement, on essaie, et puis ça marche, et ça nous a fait nos premières études de cas. Comme on fonctionne toujours en toute transparence, moi le client qui nous demande qu'est-ce que vous apportez comme résultat, partage d'écran, dashboard publicitaire, cette marque, voilà, les 10 derniers jours elle a dépensé 2000 €, voilà combien on a généré. Point final, franchement on est serein là-dessus, nous on n'a pas grand chose à cacher. Quoi qu'il arrive, une marque qui se lance sur Pinterest, qui a le bon site internet, qui a les belles photos, nous on fait les bonnes créas, on fait les bonnes stands, on met en place nos bonnes stratégies publicitaires, elle est rentable. Ça, il n'y a aucun doute. C'est hyper intéressant, trop bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Principalement LinkedIn, LinkedIn. notre site internet. Et puis après, évidemment, si vous nous envoyez des messages sur la page Instagram, etc., on y répondra avec plaisir. Ouais, on a une petite page Insta, mais LinkedIn, c'est que ce soit le compte de LinkedIn, Simon, mon Vous compte, êtes actif sur vos comptes perso? le compte Ouais. de l'agence. Ouais, oui, ça, là-dessus, ouais, ou le site internet, voilà, c'est mosaïcagency.com. On va mettre tout ça dans la vidéo. Super, merci beaucoup à vous deux et longue vie à Mosaïque. Merci à vous. Merci beaucoup.